c'est pas juste faire une petite tranchée, planter, mettre des arbres. C'est beau, c'est joli, mais on a besoin d'avoir de la rétention d'eau. On a des orages ici depuis 2 semaines, 3 semaines qui n'arrêtent pas. Imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une journée normale de traitement des eaux usées, c'est-à-dire quand tu vas à la salle de bain, que tu utilises pour ton lavage. Ce qu'on appelle les eaux grises. Les eaux grises. Alors, quand tu as des eaux normales dans une journée, que tu n'as pas de pluie, bien, ça coûte à peu près, en 2007, ça coûtait entre 170 000 et 180 000 pour le traitement dans une journée des eaux usées de toute l'agglomération de Montréal. À chaque fois que tu as une pluie comme ce que tu as eu, bien, ça dépasse le maximum de gestion. Le maximum de gestion qui peuvent être gérés dans une journée, c'est 85 mètres cubes seconde d'eau. Alors que les pluies que tu as là, te fait bondir de 160 000 à peu près à 580 600 000 les frais d'exploitation pour l'usine de traitement des eaux, qui, elle, d'autant plus, est responsable de 20 des gaz à effet de serre corporatifs de l'île de l'agglomération. Alors, imagine si tu avais toutes les ruelles qui n'ont pas à être des ruelles où est-ce que tu as des commerces, où est-ce que tu as du débarquage de marchandises. Si tu peux tout faire tomber, le béton et l'asphalte qu'il y a là-dessus, ramasser ça là, renvoyer au recyclage, mettre du remblai, mettre de la gravelle, puis faire des pistes pour les roues des voitures qui ont besoin pour les résidents pour stationner, bien, tu gagnes des espaces en rétention d'eau. Les gens ramassaient dans des bacs l'eau de leur pluie puis s'en servaient pour leur jardin, pour arroser pendant qu'il fait chaud. Là. Ça coûte rien, puis c'est des petits gestes qui sont efficaces. Ma mère faisait ça. Oui, les gens ont fait ça, bien. Des ruelles, c'était quoi avant? Je veux dire, c'est vrai que ça a été du béton dans les années 70, mais avant ça, c'était quoi? Ça a dû être plein. C'est ça. Puis, je veux dire, le problème de gestion d'eau, il y en avait-tu dans ce temps-là? Niente. Il y a un problème c'est vrai qu'il y a un problème avec toutes les... Ah, il n'y a pas de moi. Écoute, on rit tellement avec toi. On rit d'amour. C'est des beaux espaces. Les ruelles, les gens pourraient les Moi, j'adore les ruelles. Hein, les gens pourraient s'installer. C'est vrai, c'est romantique, c'est beau, oui. S'installer, tous les gens qui sont au 2e et au 3e n'ont pas d'espace pour aller. Vraiment, ils ont un petit balcon. Bon, ça leur fait un jardin en plus de ce qu'il y a en bas de chez eux, souvent. Puis, ils pourraient peut-être s'installer avec une table à café le matin, puis aller prendre leur petit café dehors, entre voisins. Moi, la première visite que j'ai organisée, le 1er juillet, il y a eu un orage à 7 h le soir. Le M. Godin du Centre d'écologie urbaine de Montréal s'était présenté pour rencontrer les voisins puis les gens du Myland qui voulaient avoir des informations sur les ruelles vertes. On a passé 2 heures dans la ruelle à se promener puis à poser des questions. Un petit bout de ruelle, là, entre Bernard, entre Saint-Viateur et puis Maguet. Ça a été super agréable. N'importe quoi qui va rapprocher les gens dans un même quartier. Les gens ne se connaissaient pas. Il y a des gens qui ont les mêmes vues, qui ont la même vision du quartier. Puis s'ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer, puis d'en parler, puis de savoir qu'ils ne sont pas les seuls, puis qu'ensemble, on peut avancer à faire avoir des projets. C'est vrai que les ruelles, c'est le fun. Oui. Puis en faire une piste cyclable. On a des pistes cyclables sur les rues. On pourrait-tu avoir des ruelles qui sont des pistes cyclables? J'ai une copine, c'est son projet. Moi, je vais travailler sur les ruelles vertes avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal, mais ça se fait dans d'autres quartiers. Dans Rosemont aussi, il y a les ruelles vertes. Il y a la ruelle verte Alma qui vient d'être faite entre Saint-Zotique et puis Beaubien, que vous pouvez aller voir. Il y a déjà eu des excavations, la terre était remplie. Maintenant, ils vont planter au mois d'août et c'est le fun. On leur donne des plants. Les arbres, les plants sont donnés, tout est donné. Les vignes, les arbustes, les arbres fruitiers, tout est donné. Tout ce qu'on demande, c'est un engagement aux gens. En fait, ce qui est demandé de s'en occuper. C'est de les entretenir à longueur d'année. Puis l'année d'après, si jamais les gens déménagent, de passer le mot aux autres. Puis de se faire un comité. Il y a des gens qui ont le pouce vert, puis qui ont le goût de faire du jardinage, puis qui n'ont pas de jardin public, puis qui n'ont pas à la campagne. Il y a ça aussi, sortir de la ville. On a besoin de changer notre vision de la ville. On a besoin de boire du verre. C'est bon, c'est sain pour la santé. Il y a plein d'organismes maintenant. Il y a les écoquartiers, il y a la SODEC, il y a la SODER, il y a le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Renseignez-vous, il y a un programme qui est offert par la Sauverdi. La Sauverdi, c'est un organisme à but non lucratif. Il y a TELUS Canada, Téléphone, qui a donné 1 million de dollars pour verdir l'île de Montréal. Alors, c'est Sauverdi qui s'occupe des projets, qui donne les subventions. Il faut faire une demande de subvention.
Là, il y a le Centre d'écologie urbaine de Montréal qui le fait pour le Milton Park, le Myland et puis une partie du plateau aussi. C'est eux qui sont les chargés de projet. Alors, les gens vont juste aller sur le site du Centre d'écologie urbaine de Montréal, demander à parler à M. Patrice Godin, qui est en charge des îlots de fraîcheur, parce qu'on veut faire des îlots de fraîcheur pour contrer les îlots de chaleur. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, que le Myland, c'est un quartier particulièrement chaud. Particulièrement chaud si tu te trouves dans le côté ouest de Saint-Viateur, tu te trouves dans la zone qui est probablement l'îlot de chaleur le plus intense après le centre-ville, dans le plateau Mont-Royal, Rosemont, et puis Outremont, et puis toute cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des bâtiments qui sont des méga-structures qui datent des années, je pense que c'est fin des années 60, début des années 70, qui ont été des bâtiments construits sur les rues de Gaspé et sur les rues Casgrain. C'était des manufactures textiles, le plus qui était là pendant des années. Alors, tu avais des gens qui fabriquaient du vêtement, qui faisaient de la couture. Au niveau de la contamination atmosphérique, je t'en passe un papier, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a encore quand même beaucoup, parce que tous ces fibres textiles-là, ben, il y a un système de ventilation qui ne doit pas être très adéquat à l'intérieur, parce que sur ma télévision, je peux passer le doigt tous les jours, et puis il va y avoir un filtre de méga, je sais pas quoi. Oui. Alors, ces bâtiments-là ont la capacité, parce qu'ils sont en béton, de retenir la chaleur. Alors, tu as le goudron qui est autour, sur les toits. Tu as l'asphalte qui est à terre, parce qu'il n'y a pas d'espace pour avoir de la verdure autour. Tu n'as pas d'arbres qui peuvent pousser vraiment autour. Alors, on voudrait éventuellement faire pousser de la vigne sur les bâtiments. Peut-être que si les propriétaires acceptaient de faire un toit vert, faire un toit terrasse. C'est un toit extraordinaire dans le sens que tu as une perspective de la ville de Montréal sur tous les bâtiments qui sont là, extraordinaire. Tu vois le Mont-Royal, tu vois le fleuve, tu vois les ponts, tu vois... T'es montée, là? Tout! Je suis allée voir, moi, des feux d'artifice, des gens chanceuse de chanceuse. Mais j'ai vu de jour de quoi ça avait l'air. C'est une des plus belles vues. Je trouve que c'est même la vue la plus belle de Montréal que j'ai c'est vraiment du 360 degrés partout. Pas juste ça, t'as pas un bâtiment au-dessus de toi. C'est ça. T'as vraiment le centre-ville est plus bas que toi. T'es sûr. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Ça doit être magnifique. Tout. C'est vraiment la plus belle ville. Même le Mont-Royal, le point de vue, ça n'a rien à voir. Fait qu'ils auraient tout intérêt à faire ça, à faire des toits verts là-dessus. C'est quoi? Pourquoi il n'y en a pas actuellement? Pourquoi personne ne le fait, les toits verts? C'est-tu parce que les propriétaires veulent pas? Non, je ne penserais pas que c'est parce qu'ils veulent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas Peut-être qu'on ne leur a pas demandé suffisamment de prendre cette approche-là. Peut-être qu'ils ont besoin d'être un peu plus conscientisés au niveau de la pollution atmosphérique. Moi, j'ai rencontré un des propriétaires, il m'a dit, on est là aussi, c'est un jeune, on est là aussi pour changer la planète, pour pouvoir améliorer les choses. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas relancé parce que je me suis occupée plus. Mais tu as senti une ouverture? Mais j'ai trouvé que c'est un jeune qui a une trentaine d'années, il ne peut pas être pas conscient, puis être conscientisé, puis pas avoir envie de faire quelque chose. Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? C'est sûr que c'est des coûts économiques qui sont non négligeables, mais peut-être qu'au niveau potentiel économique, et pour eux, c'est un investissement qui pourrait rapporter beaucoup. Bon, d'une part, parce qu'au niveau des 2 premiers étages, des 2 derniers, 2 premiers à partir du ciel, on va dire, ben, il y aurait tout de suite une influence au niveau du climat. Juste la température des bâtiments, les 2 derniers étages pourraient dropper beaucoup. Parce qu'on dit qu'un toit de goudron ou un toit standard, ça peut monter jusqu'à entre 70 et 90 degrés au plein soleil. Et ça s'accumule, cette chaleur-là. Alors que si tu as un toit vert, ben, le maximum que tu peux atteindre, c'est 25 à peu près degrés Celsius. Donc, pas de climatisation ou moins de climatisation. Climatisation, ça a quoi comme effet? Bien, ça aussi, ça augmente la température extérieure globale. Alors, si tu as un toit qui est un toit standard, si tu as de la climatisation, puis que tu as une zone bétonnée et asphaltée partout autour de toi, tu peux dire qu'entre ici, sur la rue Saint-Laurent et Saint-Viateur, et entre Saint-Dominique, disons Saint-Viateur, entre Casgrain de Gaspé, ben, tu as peut-être entre 6, 7, peut-être même 10 degrés de différence. C'est ce qu'on avait dit au comité citoyen, qu'on nous avait dit. Ça fait ça provoque du smog. Parce qu'une zone de chaleur, c'est comme si ça attrapait les contaminants atmosphériques,
et ça fait une zone de smog. Alors, tu as une période de smog qui s'installe autour, puis qui finalement reste là stagnante parce que ça a besoin de vent ou de pluie pour tomber, le smog, ou de changement climatique, changement de température plus au froid. Moi, dans la pluie, là, hier et avant-hier, j'ai attendu que l'orage tombe pour pouvoir commencer à déterrer autour de mes arbres, justement, mes petits carrés, puis mettre les petites fleurs, les petites plantes que mes voisins m'ont données parce qu'ils m'ont vu que j'avais envie d'entretenir. Ça, c'est aussi, hein, les gens sont peut-être pas prêts à mettre les mains dans la terre, mais s'il y en a un qui fait une action, ben, je vais t'aider, moi. Je vais te donner du support. Ça sera peut-être pas de l'argent, ça sera peut-être pas des bras, mais je vais te donner des plantes. Je les ai, tu sais. Il y a ça aussi, c'est d'avoir une vie commune, d'avoir une vision commune, de savoir qu'on le fait pas juste pour nous, qu'on le fait pour tous, pour l'ensemble. Ça, là, c'est ça qui fait la différence. Là, y a-tu du monde qui ont commencé dans le Myland ou dans tes projets à toi qui ont commencé à faire des trucs? Dans la rue Saint-Dominique, les gens ont commencé à faire une préparation de terrain. Il y a une partie d'un terrain qui était, on pensait qu'il faisait partie de la ruelle, finalement fait partie de 3 lots. Alors, ceux qui sont les résidents de ces lots-là, puis ils ne savaient pas que ça pouvait, ils sont locataires, ils ne savaient pas qu'ils avaient accès. Eux, ils ont commencé à défricher puis à ôter ce qui était de la végétation plutôt nuisible pour pouvoir entretenir et tout. Il y en a d'autres qui ont nettoyé les ruelles. Il y en a présentement qui sont en train de se préparer des comités dans les ruelles Waverly, dans la ruelle Clark. Ça demande un investissement de temps, mais rien d'autre. C'est-à-dire d'avoir... Les gars, vous allez cogner chez le voisin qu'on ne connaît pas beaucoup ou avec qui on s'est fâché déjà, puis lui dire, regarde, ça te tenterait-tu qu'on puisse avoir, pour nous, l'ensemble des résidents, une vue le fun, un espace le fun et sécuritaire et beau dans lequel on pourrait aller se promener, prendre un café le matin ou aller faire notre marche le soir parce que notre ruelle, l'autre bout de l'autre ruelle va le faire aussi. Puis là, finalement, tu pourras partir de Van Horn, t'en aller jusqu'au parc Jeanne-Mance peut-être, tu sais, parce que les gens vont se communiquer l'information. Il avait été question de faire... Les gens avaient parlé peut-être de faire un comité ruelle verte pour tout le Myland. C'est-à-dire un comité qui se déplacerait d'une ruelle à une autre, qui peut-être ferait, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont rendus là-dedans, il y en a qui sont partis, qui vont venir jusqu'au mois d'août seulement, mais qui pourraient passer d'une ruelle, la faire, la verdir, aller demander aux gens du Centre d'écologie urbaine de Montréal les arbres, les plantes, les fleurs, pas les fleurs, mais les vignes et puis les arbustes qu'ils ont besoin de mettre. Puis après ça, mais comme ils ont bien rodé une affaire, peuvent exporter ce produit. Ben, c'est un produit finalement, ou une philosophie, ou un style de vie, l'exporter dans une autre ruelle. Puis s'ils sont 5-6, puis ils m'ont connu 5-6 à la fois, monter les étages, puis faire signer les gens, ça vous tente-tu de participer? Oui. Est-ce que vous avez le goût qu'on plante derrière chez vous tel genre de... Oui, vous voulez pas participer, mais vous voulez qu'on plante derrière chez vous? Oui. Tout ça, ça peut se faire. Oui, c'est juste que d'organisation citoyenne. Puis, pas avoir peur de cogner chez le voisin, il va pas vous mordre. Émilie-Rose Michaud, Oui. Est-ce que tu la connais? Oui. Oui. Est-ce que vous jasez de projets ensemble? Émilie, elle travaille surtout sur la préservation d'un terrain qui appartenait au CP, qui maintenant est propriété de la Ville de Montréal. Non, sans blague! Oh, je savais pas, bravo! Ce qu'on a entendu, c'est que pour $1, le CP le vendait à condition que la Ville s'occupait de la décontamination. Super. Et j'ai su que la Ville avait reçu la subvention, elle avait eu l'accord pour être subventionnée avec Climasol, si je ne m'abuse, du gouvernement fédéral pour la décontamination du sol. Puis, c'est ça, j'ai pas ouvert le email que j'ai reçu, mais ça doit être ça. Ça s'appelle le champ des possibles maintenant? Absolument. Super! Absolument. Le CP, absolument. Oui, le champ des possibles. Mais excellent. il y a une chose extraordinaire dans le Myland, j'allais dire, c'est que les gens se mobilisent. Il y a des comités citoyens. Il y a eu un comité citoyen, il y a eu des cafés citoyens. Les gens ont pu donner leur opinion, donner leur inquiétude, partager les informations qu'ils avaient. Et ça circule. Ouais. Les gens, l'information circule. Moi, je me suis promenée, j'ai envoyé dans Facebook les informations, je l'ai mis sur mon site, sur Hotmail, j'ai envoyé... Oui, j'ai vu. Moi, je te reçois partout. Mais je le fais, j'envoie à tout le monde. J'envoie dans c'est tout. sûr. Oui, mais... Si je veux que l'information passe, il ne faut pas que j'envoie juste à mes petits amis à moi. Non. Il faut que les gens puissent voir l'information.
barrer de parler à n'importe qui dans la rue, puis de les approcher, puis leur dire que ben, ça vous tente pas de participer à telle chose. Je suis pas gênée, c'est comme, c'est un partage. Regarde, j'avais un document. Il y a beaucoup des informations que je t'ai partagées qui viennent d'un document que j'ai lu, mais qui a été fait par M. Antoine Trottier de l'Université UQAM. C'est un étudiant qui a fait son projet de maîtrise sur les toits. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ben, il a fait une recherche sur tout ce que l'impact qu'avait un toit, les types de toits, mais les impacts des toits verts sur un bâtiment institutionnel, par exemple, ou privé ou industriel. Alors, tous les bons coups et puis peut-être mauvais coups sont là. Alors, écoute, c'est pas compliqué. Faites venir un ingénieur en bâtiment, en structure du bâtiment. Faites vérifier, voir si vous avez des murs qui sont capables de porter, un bâtiment capable de porter un toit vert, parce qu'il y a différents types de toits verts. Il y a des toits verts qui peuvent avoir 1 mètre de terre, mais des toits verts qui peuvent avoir 5 pouces de terre seulement. Là, tu es sur les ruelles vertes, mais éventuellement, tu vas t'attaquer comme à plusieurs aspects de la reverdissement. On dit reverdissement. Le verdissement du Myland. Oui. Du Myland en particulier, ou tu vas te... C'est ma qualité de vie pour moi, c'est la qualité de vie pour mes résidents, mes voisins. Je trouve qu'on peut commencer local, comme on disait. Si ici, tu le fais, et que les gens voient que c'est pas si compliqué que ça, je veux dire, à quelque part, c'est prendre notre responsabilité.